Bienvenue à tous dans ce journal des 7 heures qui fait la ronde des institutions et à travers le pays en général pour vous mettre au parfum de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Après les échauffourées entre les étudiants de l'université de Kinshasa et les forces de l'ordre, le Premier ministre a réuni autour de lui les concernés pour examiner la situation. Et notre consoeur Françoise Bouila nous en parle. La scène a été d'une rapide destruction méchante que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a convoqué dans la même journée de lundi 6 janvier 2020. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le vice-ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le directeur général de l'Agence nationale de renseignement, le chef du gouvernement. Ne s'explique pas l'agitation sur le campus de l'université de Kinshasa qui, selon le ministre Thomas Loraka, fait suite à la publication le 3 janvier des montants des frais académiques de l'année 2019-2020 s'élevant à 490 000 francs congolais pour les classes de recrutement et 485 500 francs congolais pour les classes montantes. Dans un communiqué, le Premier ministre a appelé tous les étudiants au calme et à s'abstenir de tout comportement qui pourrait favoriser des actes de vandalisme par des inciviques infiltrés parmi eux. Selon le communiqué signé par son porte-parole Albert Lieke, puisque les frais ont été fixés en francs congolais de manière concertée par toutes les parties prenantes, dont la coordination estudiantine de l'UNIKIN, tout désaccord devrait être examiné dans le même cadre, précise le communiqué, de manière consensuelle, en préservant l'harmonie et la bonne humeur qui caractérisent les communautés des étudiants. Restons toujours autour de cette situation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka a fait une communication à ce sujet. Il est au micro de Marie Kalong. La gravité de la situation à l'université de Kinshasa ne pouvait laisser indifférentes les autorités de la RDC. Une importante réunion de sécurité s'est tenue ce mardi 7 janvier, au terme de laquelle des grandes décisions sont tombées. Suivez cette déclaration lue par le ministre de l'ESU, Thomas Louaka Lusenjola. Considérant la gravité des dégâts causés à l'université de Kinshasa par un groupe de manifestants composé d'étudiants et d'inciviques, considérant les troubles causés à l'ordre public et les climats d'insécurité qui règnent depuis hier, le 6 janvier 2020, dans la zone, considérant le nombre de blessés parmi les étudiants et au sein de la police nationale congolaise, dont un agent a été sauvagement assassiné. Considérant les recommandations formulées par les différentes composantes du Conseil des partenaires de l'Université de Kinshasa, considérant la nécessité de protéger le patrimoine de l'Université de Kinshasa, dans le souci de prévenir des dégâts plus importants qui pourraient survenir à la suite de ces manifestations, en accord avec son Excellence, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, chef du gouvernement, et après concertation avec le Comité national de sécurité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire rend public les décisions ci-après. Toutes les activités au sein de l'université de Kinshasa sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Obligation est faite à tous les occupants des homes, résidences estudiantines, de l'université de Kinshasa d'évacuer volontairement les lieux en délai 48 heures à partir de ce jour. Passé ce délai, recours sera fait aux forces de l'ordre en vue de permettre une réinstallation rapide dans les homes des seuls étudiants réguliers. Il sera procédé à une opération d'identification. Il est demandé aux autorités compétentes de la police nationale congolaise, des services de sécurité et de la justice de procéder le plus rapidement possible à l'identification et à l'arrestation des auteurs de ces forfaits pour qu'ils subissent avec la plus grande fermeté la rigueur de la loi. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa est instruit de collaborer à l'application de ces mesures.
À présent, changeons de chapitre. Pour se diriger au Parlement, à la Chambre haute de cette institution, le président a eu plusieurs audiences avec différentes personnalités que Eugénie Dada-Chabani nous propose de suivre. La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. L'alinéa 2 de l'article 181 de la Constitution la veut ainsi. Françoise Kena, présidente du conseil d'administration, et François Robota, directeur général de la Caisse nationale de péréquation, sont venus voir le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, pour lui faire part des difficultés auxquelles fait face la Caisse pour son opérationnalisation. Nous sommes venus présenter nos civilités à l'honorable président du Sénat, parce que depuis son élection, on ne l'a pas encore vu, et nous sommes venus pour cet effet-là. Non seulement pour ça, nous sommes aussi venus lui déposer nos demandes. Étant donné que la caisse de péréquation, jusqu'à ce jour, n'est pas encore dotée d'un bâtiment pouvant abriter ses bureaux, alors sa participation peut beaucoup nous aider pour ce faire. On est en train de mettre sur place les textes qui vont nous aider à opérationnaliser cette caisse et dans les jours à venir, vous saurez ce que la caisse sera capable de faire. Le Sénat, c'est une émanation de province et nous, comme Caisse nationale de péréquation, notre mission, c'est la solidarité entre les provinces et la correction du déséquilibre de développement entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. Donc, en tout cas, le Sénat, ce sont les provinces et le Sénat tient beaucoup au développement des provinces, en d'autres termes, le développement à la base. La Chambre haute du Parlement, véritable émanation des provinces, suivra de près la situation. L'assurance est donnée par le président du Sénat. Françoise Kena, PCA de la Caisse, repart satisfaite. Les agents et cadres de l'administration publique menacent en grève et pour cause le paiement des l'ITPR. Et à ce sujet, la ministre de la fonction publique a eu des échanges ou des négociations avec le syndicat de l'administration publique. Une question sociale majeure qui doit faire l'objet d'un traitement avec délicatesse. L'épineuse question sur la retenue à la source de 15% de l'impôt professionnel sur la rémunération du personnel public de l'État sera révisitée durant cette période des négociations entre le gouvernement de la République à travers le ministère de la fonction publique et le syndicat de l'administration. Satisfait, les collectifs de syndicats de l'administration publique et l'Union de syndicats du Congo sursoient tout mouvement de grève et invitent les agents de carrière de l'État de continuer à rendre service. Compte tenu des négociations entamées avec la partie gouvernementale et conformément à la procédure syndicale, il a été décidé de commun accord de la surséance de l'Assemblée générale des agents et fonctionnaires de l'État prévue pour ce mercredi 8 janvier 2020 à la place Golgotha, bâtiment administratif, en attendant l'aboutissement des négociations avant la paye de ce mois. De ces faits, le collectif et l'Union invitent tous les agents et fonctionnaires de l'État à être dans leur poste de travail, tout en étant vigilants en attendant les résultats de ces négociations. À noter par ailleurs que les collectifs de syndicats de l'administration publique et l'Union de syndicats du Congo portent la voix de 65 autres organisations syndicales au sein de l'administration publique. Le ministre d'État en charge de médias a fait le tour dans les institutions. Il est allé rencontrer la délégation de l'UNPC. Le fonctionnement de l'Union nationale pour la presse congolaise s'effectue trop sur le territoire national. Une préoccupation qui était au cœur des échanges Kasonga Chilunde et le ministre d'État, ministre de la Communication et des médias, David Jolino dit Wampove Samakelele. Les difficultés rencontrées ont été évoquées durant cet état-à-tête. L'UNPC envisage organiser incessamment son congrès, raison de plus pour solliciter l'obligation de l'autorité du secteur. Nous lui avons présenté tous les problèmes que nous avons et de tous ces problèmes, le plus important pour nous, c'est l'organisation du congrès. Le ministre s'est montré très réceptif et il a promis de tout mettre en œuvre pour que très bientôt ce congrès puisse se tenir et que le ministère puisse le prendre en charge pour que les délégués de toutes les provinces
puissent se retrouver afin d'échanger sur les problèmes qui se posent à la presse congolaise. Il y a eu quelques amis qui se sont rebellés pour des petits faits anodins de fonctionnement de l'UNPC. Que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan judiciaire, l'affaire a été close et la sérénité est revenue. Quand vous venez à l'UNPC, vous allez sentir que les gens travaillent, il n'y a aucun problème. Ce que nous attendons maintenant, nous tous, c'est que le congrès puisse avoir lieu. Après avoir suivi minutieusement les préoccupations, le ministre d'État a promis son soutien à cette structure qui regroupe les professionnels des médias afin d'aboutir à un fonctionnement harmonieux. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, est allé présenter les dossiers de la redevance de la RTNC à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parti de l'esplanade de la tour administrative de la radio-télévision nationale congolaise, le banc syndical et la délégation syndicale de ces médias publics audiovisuels sont allés à la rencontre de l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En toute responsabilité, l'honorable président Godin Poy s'est résolu de retourner dans son cabinet en vue de mettre les deux parties en présence et accorder le violon sur des questions de demande sociale. Ayant bien cerné le tenant et les aboutissants du dossier, la sagesse mise à profit par le président de l'organe délibérant de Kinshasa permet à toutes les parties de fumer le calumet de la paix. À cet effet, il a rassuré le personnel de la RTNC quant à la participation de ses délégués à toutes les opérations techniques jusqu'à la répartition en bonne et due forme. L'information qu'on peut transmettre à nos amis de la RTNC, qui sont des Kinoises et Kinois, c'est que leurs droits seront défendus et garantis par leurs élus. Il y a eu une difficulté technique avec les différentes banques. Ce que je peux demander aux amis de la RTNC, c'est de prendre leur mal en patience. Juste après cette réunion, nous allons continuer avec les ministres des Finances parce que nous devons avoir une commission dans laquelle siégeront toutes les parties ayant intérêt dans cette affaire. Nous allons associer les banquiers. Et pour cela, ça peut prendre quelques jours. La seule garantie que je peux vous donner, c'est que ce qui vous revient, vous l'aurez. Mais comme il y a des aspects techniques qu'il faut vider avec la banque, nous y travaillons avec les ministres des Finances. Pour parvenir à obtenir cet argent au niveau des banques, il y a une procédure. Donc nous ne pouvons pas dire que, comme nous venons d'arriver, nous devons rejeter en bloc tous les engagements qui ont été pris par nos prédécesseurs. Nous sommes de ceux qui pensent que la RTNC, c'est l'hérisome du réseau communicationnel en RDC. C'est la seule chaîne qu'on peut suivre avec ses enfants sans être inquiété moralement. Ils peuvent compter sur nous et nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que cette affaire soit réglée. Le décaissement de l'argent de l'État obéit à une certaine logique. Nous allons vous associer à cette démarche pour que le tout se passe dans la grande transparence. Je sais que vous n'avez pas eu le poulet, mais je vous présente quand même le meilleur. Ce n'est qu'une partie remise. Tout compte fait, la bataille de la délégation syndicale avec l'appui de l'employeur est une réussite. Pari gagné, il est recommandé au personnel de la RTNC d'observer 2 semaines pour palper les retombées de la redevance tant attendue depuis 2014. Vous avez corrigé avec moi qu'il ne s'agissait pas du directeur général de la RTNC, mais plutôt de la délégation syndicale. Direction le ministère de l'Agriculture, où le ministre fait le point sur le matériel stocké à Kanyama Kasisi. Les agricoles stationnés à l'INERA Kanyama dans la province du Olomami ne sont pas abandonnés. Ils sont bel et bien sous la supervision du ministère de l'Agriculture. Les démentis est du ministère de l'Agriculture face aux déclarations des députés nationaux qui ont séjourné dernièrement à Kanyama. Le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, Christophe Assanzimbeyame, précise que le projet volontariste est victime d'une campagne de dénigrement. Nous avons ce projet volontariste
dans 6 provinces. Le commandant Kassongo dirait qu'il a envie le projet volontariste qui est un projet du ministère de l'Agriculture, dont il le confond avec son service national, qui n'a rien à voir avec ce projet. Le général Kassongo a refusé que le projet soit installé à Kanyama-Kasese. Le projet volontariste a cherché maintenant un autre site. Et vous savez, quand on cherche les sites, on ne peut pas l'avoir comme ça du coup. Donc il y a beaucoup de tractations qui se font. Le projet volontariste, c'est un projet de l'agriculture qui est là pour relancer le secteur agricole, pour que nous puissions fournir à manger à nos populations. Donc pour le moment, on a déjà trouvé notre site qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Kanyama. Donc on est en train de construire la base de vie avant qu'on commence les activités proprement dites. Le conseiller juridique du ministère de l'Agriculture confirmait que ces matériels agricoles seront utilisés pour le compte de la base agricole du Haut-Lomami, choisie dans le cadre du programme volontariste agricole initié par le ministre. Et au ministère du Budget, le vice-ministre a échangé avec le responsable de la polyclinique à Keneton sur le contrat qui le lie avec ce ministère. Le ministre du Budget, Félix Momat, a prêté une oreille attentive aux explications du médecin directeur de la polyclinique à Keneton que gère Mme Irène Mokabila, venue solliciter la reconduction de la convention médicale avec la vice-primature du budget, résiliée, selon eux, irrégulièrement en 2016. Pour y arriver, le vice-ministre a décidé de la mise en place d'une commission pour harmoniser les chiffres de la convention médicale. La polyclinique a sollicité auprès de leurs excellences, n'est-ce pas, la reconduction de cette convention qui a été abusivement résiliée, et puis voilà, et toutes les conséquences de cette résiliation abusive. Et nous avons eu l'oreille attentive de son Excellence, et c'est ça qui justifie, n'est-ce pas, la réunion d'aujourd'hui. À titre de rappel, la polyclinique à Keneton a travaillé pendant 10 ans en convention avec le ministère du Budget et les Finances. En province, dans le Haut-Ouélé, on vient de lancer le vaccin rotavirus, le vaccin qui protège les enfants contre la diarrhée. Au centre de santé Téli à Isiro, où le vice-gouverneur de province Christian Pitanga donne officiellement le coup d'envoi de la nouvelle campagne de vaccination contre les rotavirus, en administrant symboliquement quelques gouttes de rotacil aux enfants de moins d'une année, soit de 0 à 11 mois. Témoin privilégié, le président de l'Assemblée provinciale Afounde Afungenda, ainsi que d'autres autorités politico-administratives. Dans son discours du lancement, tout en rendant ses hommages au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au gouverneur Christophe Bassé-Nanga, le vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandro appelle à vacciner les enfants. Je recommande aussi à tous les parents et aux gardiens d'enfants de les amener au centre de santé et au site de vaccination le plus proche pour les faire vacciner contre les maladies évitables par la vaccination de routine. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je cite Honorable Christophe Bassé-Nanga, je déclare lancer officiellement ce jour sur toute l'étendue de la province du Haut-Ouélé l'introduction du vaccin contre les diarrhées à rotavirus. Je dis et je vous remercie. Et le ministre provincial de la Santé appelle les prestataires à s'appliquer pour la réussite de cette campagne. Chers cadres des zones de santé, ainsi que tous les prestataires de soins, je vous exhorte à mettre beaucoup de cœur à la dure tâche que vous avez à accomplir et vous demande d'atteindre tous les cibles dans vos rayons d'action. Cette vaccination anti-rotavirus chez les nourrissons se fera 3 jours dans l'ensemble de la province du Haut-Ouélé dans le but de prévenir les enfants contre les maladies d'origine diarrhéique. Et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Sénat vient de dépêcher une délégation au Kasaï oriental pour développer quelques projets.
Arrivé en Mbuji-Mayi pour ses vacances parlementaires, le sénateur Ogi Ilunga Chivuila a payé ses civilités au président de l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental, Yves Momba, a aussi échangé avec l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, et quelques services de sécurité avant d'entamer sa tournée à travers les territoires du Kassai-Oriental comme prévu dans son agenda. Jeudi 2 janvier 2020, au lendemain de la Saint-Sylvestre, Ogi Ilunga Chivuila s'est rendu dans les territoires de Katanda. Accompagné de quelques députés provinciaux, l'élu des élus a été accueilli par une foule des habitants de cette cité, heureux de communier avec son représentant. Le sénateur ADC a échangé avec différentes couches de la population au sujet des multiples difficultés vécues au quotidien, avant de rassurer tout le monde quant aux solutions à envisager. À Mbuji-Mayi, Ogi Ilunga Chivuila a expliqué aux femmes du RDT, Rassemblement des démocrates tshisekidistes, réunis à leur permanence, les rôles des élus locaux. Ces derniers font face à plusieurs menaces, ne pouvant pas leur permettre de jouer pleinement leur rôle, un rôle qui consiste à contrôler l'exécutif provincial et parfois très mal compris par la population. Dimanche 5 janvier 2020, direction territoire de Kabaye-Kamanga, nous sommes à 60 km de la ville de Mbuji-Mayi. Victime il y a peu des atrocités de la milice Kamouina-Sapou, la population de Kabaye-Kamanga tente de survivre malgré la conjoncture. Le sénateur Ogi Ilunga Chivuila, qui a palpé ces réalités, a donné du réconfort à cette population qui attend beaucoup du nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la tenue de la première retraite politique du FCC, l'heure est à présent à la restitution de ce qu'a été ce travaux. Le membre du comité stratégique du FCC, Félix Kabange Numbi, et le membre des conférences du président de la même plateforme se sont livrés à cet exercice à Lubumbashi, comme nous dit Yvette Makuntima. Retraite politique du Front commun pour le Congo, Ambwela Lodge, à Kisantu, dans les Congo central, a laissé des traces indélébiles à travers ses pertinentes résolutions. L'heure est donc à la restitution du contenu de ces travaux aux différents états-majors politiques. Félix Kabange Numbi Mukwampa, membre du comité stratégique du FCC, et Roger Lusala, membre de la conférence des présidents, se sont pliés à cet exercice dans la capitale cuprifère. Devant les responsables du FCC au sein des institutions au niveau central et provincial, la jeunesse du FCC, Félix Kabange Numbi Mukwampa, orateur principal, a remercié l'autorité morale de cette méga plateforme, Joseph Kabila Kabange, qui a rendu possible ces grands moments d'introspection avant d'aborder de points essentiels tels que l'évaluation des élections, les défis majeurs face au nouveau code minier, la gouvernance et la coalition historique FCC-CACH. Ça veut dire tout simplement que nous avons rendu public ici à Lubumbashi, nous avons restitué ce qui a été dit sur l'évaluation du FCC ainsi que sur toutes les résolutions qui ont été prises pour notre bonne marche dans la perspective de 2023. Nous avons toutes ces résolutions qui ont été prises qui nous permettent aujourd'hui d'aller à la base, de réexpliquer à notre population ce que nous sommes. Parce que le bilan du FCC, je le dis et je le redis, ce bilan est élogieux. Mais nous avons parfois mal communiqué, parfois nous n'avons même pas communiqué. Nous prenons l'engagement de pouvoir mieux communiquer. Les FCC au Katanga, au sortir de cette matinée politique, a fait sien les résolutions de la première retraite politique de Mbwela Lodge en adoptant une nouvelle approche. Bien avant qu'Alemi, dont les Tanganyika avaient reçu les mêmes tandems, Félix Kabange Numbi Mukwampa, Roger Lusala. Suivez à présent la communication de l'ambassadeur Alain Atunduliongo sur la rencontre de membres des FCC à Kingakati. L'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, appelle tous ses membres à soutenir l'action politique de la coalition FCC-CACH dans la gouvernance de la RDC. D'après André Alain Atundu, c'est ce qui ressort de la dernière rencontre de Kingakati. La coalition FCC-CACH est et reste, jusqu'à présent, la seule voie capable d'écarter le spectre des guerres et la préjudiciable fragmentation des forces politiques afin d'assurer le progrès social et économique de notre pays. Elle doit donc bénéficier du soutien franc de tous les membres du FCC, foi de Joseph Kabila.
André Alain Atundu a également évoqué le projet de la création d'un grand parti politique incluant tous les nationalistes. La décision de lever une option idéologique pour le FCC comme le point culminant de l'ambition du président Kabila de travailler avec tous les patriotes et toutes les forces nationalistes au bénéfice de notre peuple et de la République. D'où le projet de la création d'un grand parti politique ou d'un regroupement incluant toutes les bonnes volontés et tous les nationalistes dans un grand regroupement politique bien structuré. Concernant la situation sécuritaire à Beni, l'ambassadeur André Alain Atundu, parce qu'il est de l'intérêt de la paix dans la région, que soit pris en compte le désir de la population du retrait des troupes de la MONUSCO selon un calendrier crédible. Place à présent à la revue de presse et sur ce plateau, nous avons notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Séverine, Pascal, bonjour à tous. Et ce matin, on nous dit la tension à l'UNIKIN. Le gouvernement prend une mesure radicale de fermer momentanément les sites universitaires comme annonce CAS Info CA. Oui, la décision est tombée le mardi après 2 jours de violents affrontements entre forces de l'ordre et étudiants de l'université de Kinshasa à la suite d'une réunion de crise présidée par le Premier ministre et élargie au service de sécurité ainsi qu'au comité de gestion de l'université de Kinshasa, note casinfo.ca. Il a été décidé de suspendre toutes les activités sur le site universitaire jusqu'à nouvel ordre pour sauver ce qui peut l'être et protéger le patrimoine universitaire. Le ministre de tutelle Thomas Louaka a également donné 48 heures aux étudiants logés dans les HOM de quitter volontairement avant d'y être contraints, confirme casinfo.ca. Mais malgré cela, Jean-Pierre, nous lisons ici que les étudiants de l'UNIKIN insistent, ils demandent au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de faire respecter sa dernière instruction académique, comme nous rapporte Actualité CD. C'est bien cela? Oui, les étudiants de l'université de Kinshasa qui protestent depuis le dimanche dernier contre le nouveau coût des frais académiques, écrit Actualité.cd, demandent au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de faire respecter sa récente instruction académique publiée en date du 15 octobre 2019. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration publiée mardi 7 janvier dans laquelle ils appellent également le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à alléger la tâche des parents dans la facture éducationnelle. Pour ces étudiants, le protocole d'accord qui a été signé le 19 décembre 2019 au sein de leur établissement ayant abouti à la fixation des frais est inopportun et irrégulier. On nous signale que la même situation s'est répandue à travers la province et à Kisangani. Suspension des activités académiques jusqu'à nouvel ordre à l'université de Kisangani, comme nous fait dire 7sur7.cd. Oui, vous l'avez dit, Séverine, les professeurs de l'université de Kisangani ont suspendu les activités académiques jusqu'à nouvel ordre au sein de leur institution universitaire. En croire 7sur7.cd, cette décision a été prise à l'issue de l'Assemblée générale de l'Association des professeurs de l'UNIKIS, convoquée le mardi 7 janvier 2020 pour évaluer la situation qui prévaut à la première université de la Chopo après la manifestation des étudiants contre la hausse des frais académiques. Dans la déclaration finale sanctionnant leur réunion élue par le professeur Grison Trésor Kakumbi, ces enseignants ont aussi décidé de se retirer du conseil des partenaires de l'UNIKIS. Par ailleurs, ils ont appelé, entre autres, à la sécurisation des sites universitaires et à la réparation des dégâts causés par les étudiants. Autre volet d'actualité, c'est dans le Zoom Echo qui énumère 2 obstacles majeurs au plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Oui, face à la thèse de balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo qui fait son puissant comeback dans le débat public depuis quelques jours, écrit Zoom Echo, des historiens rappellent que depuis l'aube de l'indépendance, aucun agenda de partition du pays n'a jamais réussi. La fibre patriotique et la surveillance citoyenne ont toujours constitué des obstacles à tous ceux Rwandais
rwandais ou ougandais qui se seraient lancés dans une quelconque tentative d'occupation des terres congolaises. Le bétonnage du patriotisme dans l'âme de chaque Congolaise et Congolais, en dépit de leur adversité et leur divergence d'opinion, est le principal obstacle à la balkanisation de la République démocratique du Congo par des présumés ADF et une constellation des nébuleuses Maï-Maï. Merci beaucoup Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain à la même heure et sur la même chaîne. Merci beaucoup. Vous avez compris, chers téléspectateurs, c'est également la fin de ce journal qui a été réalisé par Pécho Moubenga et Ruth Siwa. Nicole Cessep l'a coordonné. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 10h. Au revoir.